Dans cette présentation, nous sommes aussi directeur de cabinet adjoint honoraire de monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, pour être complet. Monsieur le secrétaire général de l'enseignement supérieur universitaire, monsieur le président du conseil d'administration des universités en République démocratique du Congo, honorables députés et sénateurs, messieurs et mesdames les chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, messieurs les recteurs de l'université de Lubumbashi, chers collègues professeurs des universités et instituts supérieurs, mesdames et messieurs les chefs de travaux assistants, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. L'organisation a confié le sujet portant sur les stratégies de gestion durable des ressources naturelles pendant la guerre à l'université de Lubumbashi. J'ai la responsabilité des commissions Timoun. Au niveau des DIA 2, nous parlons des contextes. La cartographie des gisements des minéraux en République démocratique du Congo relève que notre pays regorge d'importants gisements, comme l'ont si bien indiqué le professeur Kaniki et Tuité. Ici, notons que nous avons les 3T, l'étain, les tungstène et les tantales, qui sont des minéraux considérés comme étant stratégiques, des minéraux critiques, pour lesquels nous avons les plus grands gisements dans notre pays. Au niveau des DIA 3, nous considérons que la RDC a un réseau hydrogéographique très dense. Le pays est bien arrosé, avec des immenses bassins d'eau et un grand fleuve qui va de Kilela Balanda à Mwanda, des lacs très poissonneux et des rivières riches même en biodiversité. Au niveau des DIA 4, nous notons que sur le plan de la forêt, 60% de notre pays se trouve couvert par les forêts. Ces forêts représentent donc 114 millions d'hectares. Au niveau de la faune, le pays a une importante biodiversité. Notons qu'au niveau des mammifères, nous avons 421 espèces. Alors, au regard de toutes ces richesses, nous notons au niveau des 5e DIA qu'il se pose des problèmes de convoitises extérieures, mais aussi des problèmes de remous en interne liés au fait de l'appréhension de la mauvaise rétribution des richesses. Parce que la croissance économique, c'est celle qui doit être partagée. Alors, au regard de ce problème, quelle stratégie pour gérer les ressources naturelles de la RDC pendant cette période de guerre? Ceci nous pousse à examiner quelques points au niveau des DIA 7 où nous notons 5 piliers. Et le premier pilier, c'est le renforcement de la gouvernance. Le deuxième pilier, c'est impliquer les communautés locales par le renforcement des droits des populations locales sur leurs ressources pour éviter les conflits liés à l'expropriation des terres. Il faut promouvoir l'exploitation communautaire durable à travers des coopératives locales et il faut sensibiliser et éduquer la population sur l'importance de la conservation des ressources naturelles. Au troisième pilier, il faut lutter contre l'exploitation illégale de ces ressources et le professeur Tuité a proposé une solution et nous allons revenir sur cette solution après. Alors, ici, nous pouvons donc considérer au 4e pilier développer les alternatives économiques
diversifier l'économie nationale en passant par le développement de l'agriculture, de l'élevage et de l'industrie locale. Pour ma part, je considère qu'on ne peut pas développer la RDC sans développer son agriculture. Et il faut pour cela développer l'agro-industrie et soutenir aussi les PME locales. Au cinquième pilier, il faut protéger l'environnement par la pratique des bonnes pratiques dans ces domaines en minimisant la déforestation, la pollution des cours d'eau et la destruction des écosystèmes. Parce que nous avons à noter ici que notre pays est riche en biodiversité. Il faut donc aussi développer des programmes de reboisement et de restauration des terres dégradées. Sinon, après l'exploitation minière, nous allons rester avec des grands trous. C'est maintenant l'occasion de penser comment on peut restaurer les terres dégradées en faisant recours notamment à la phytostabilisation. Alors, il faut utiliser les technologies propres et durables dans les industries extractives. Ceci nous amène au niveau de la dia 8, où nous examinons maintenant le potentiel agricole de la RDC. Je me réjouis d'être dans ce panel parce qu'on a parlé de la santé, mais la santé est garantie par une bonne alimentation. Et même au niveau philosophique, il est établi qu'il faut d'abord manger avant de pouvoir philosopher. Alors voyons le potentiel agricole de la RDC en quelques chiffres. Nous notons que la RDC possède 80 millions de terres d'hectares arables. La RDC possède 4 millions d'hectares de terres irrigables. La RDC a une population estimée à 100 millions d'habitants, ce qui constitue un grand marché pour consommer le produit agricole. Mais l'avantage stratégique de la RDC par rapport à sa géographie, c'est que ça se trouve à cheval sur l'équateur, avec possibilité de cultiver durant toute l'année, parce que quand nous sommes en saison de pluie au niveau nord, au niveau sud c'est la saison sèche et vice-versa. Voilà pourquoi au niveau des dia 9, nous examinons en profondeur les 4e piliers proposés, qui est celui de développer des alternatives économiques. Donc nous pensons ici que la bonne manière de pouvoir utiliser nos ressources naturelles, c'est de pouvoir diversifier notre économie en utilisant les revenus provenant de ces ressources dans les développements du secteur agricole, en nous basant essentiellement sur la reconversion des exploitants artisanaux miniers en producteurs agro-pastoraux. Et là, nous donnons quelques actions qu'il faut entreprendre si nous voulons que les choses changent. Et nous donnons 4 actions. La première action, c'est d'abord l'attribution des terres et des intrants à ces exploitants artisanaux pour que désormais ils puissent s'occuper de la production agricole. La deuxième action, c'est le soutien financier par la création des fonds d'investissement et des microfinances, parce que nous notons ici que la loi agricole de 2011 prévoit la création du fonds de développement pour la promotion de l'agriculture. Et ce fonds peut servir à accompagner ces nouveaux agriculteurs dans ces exploitations-là. Troisième action, c'est organiser ces exploitants artisanaux devenus producteurs agricoles en coopérative, en encourageant aussi la formation donc, des coopératives agro-pastorales pour garantir une production stable et même durable et la facilité au marché. Et quatrième action, il faut la formation et l'accompagnement de ces producteurs agro-pastoraux. Donc mettre en place une formation technique en agriculture, en élevage, pour permettre une transition efficace. Alors une fois que ce que nous proposons est adopté,
nous allons avoir comme avantage la réduction de l'impact environnemental. Mon dévancier a parlé de cela, mais aussi la création d'emplois durables, les renforcements de la sécurité alimentaire et le faible engagement de la jeunesse dans les groupes armés. Parce qu'on peut comprendre que quand on n'a pas de présent et qu'on ne connaît pas ce qui va arriver demain, on est pressé à suivre les idées de ceux qui promettent des rêves alors qu'en réalité il n'y a rien. Alors nous pensons qu'en faisant de cette manière, la croissance économique sera partagée et on va arriver donc à occuper cette population. Alors nous pouvons donc considérer que de cette manière, les exploitants artisanaux miniers vont reconvertir en producteurs agricoles, vont participer à l'obtention de produits agricoles transformés qui vont être vendus premièrement aux entreprises minières, mais aussi aux autres consommateurs qui se trouvent dans des grands centres de consommation. Et ça va donc nécessiter de pouvoir relier les différents centres de production aux centres de consommation. Donc on va aménager les routes où ces exploitants seront encore utilisés dans la méthode IMO qui est la haute intensité, n'est-ce pas, la méthode de haute intensité en main-d'œuvre. Et pour finir, nous préconisons la création des parcs agro-industriels dans les 26 provinces pour que nous puissions arriver à l'accroissement de la production locale pour assurer la souveraineté alimentaire de la RDC, parce que la vraie indépendance, c'est l'indépendance du ventre. Nous ne pouvons pas aujourd'hui parler des grands RDC, la grande RDC comme pays, alors que nous dépendons encore de l'étranger en ce qui concerne le produit alimentaire. En ce jour, la RDC importe ils disent 2 milliards de dollars pour importer la nourriture. Il faut créer l'emploi auprès des jeunes, il y aura donc abandon de l'exploitation minière artisanale, et ainsi on va diversifier l'économie. Tout Congolais sera content d'être Congolais et il ne va pas aller dans les groupes armés. Nous allons donc assurer le développement du pays, la stabilité de ce pays, et je voudrais qu'il puisse réellement jouer son rôle, un pays grand au cœur de l'Afrique. Merci pour votre attention. Nous disons accent nous. Merci. Consacré sur la santé et l'environnement. Nous avons nous-mêmes parlé sur les stratégies de gestion des ressources naturelles et en temps de guerre. Et là, nous avons préconisé la reconversion des exploitants artisanaux miniers de développer la RDC en utilisant bien sûr ces ressources minières et les autres ressources naturelles pour le financement et le développement de son agriculture. Nous pensons qu'on ne peut pas développer les pays sans développer l'agriculture. Et une fois que les pays arrivent à son développement, une fois que les différentes couches de la population se sentent concernées par les pays, donc parce que ces couches ont comme avantage au niveau du pays, il n'y aura pas de problème de guerre, parce que nous avons estimé que la guerre provient de la convoitise de nos richesses par ceux qui sont à l'étranger, mais ça provient aussi par des remous à l'intérieur. Donc il est temps de pouvoir faire participer toutes les couches de la population au développement du pays, et nous allons oublier la guerre. Mais pour l'instant, s'il y a un message à transmettre à la population congolaise, c'est que nous devons d'abord défendre l'intérêt du pays. Nos problèmes internes peuvent être résolus après, mais pour l'instant, nous appelons toute la population congolaise à l'unité derrière le président de la République qui est le garant de la nation, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour aider tous les ennemis qui ont cherché à nous agresser en ces jours. Et après, comme nous l'avons proposé, nous allons voir comment faire participer toutes les couches de la population au développement du pays. Et comme on l'a dit, il faut avoir un rêve congolais.
Et c'est de cette manière, en ayant les rêves congolais, ne va accepter de détruire ses rêves en adhérant dans des groupes armés. Merci.